Le management, un art, une science, une technique? Pas si simple de répondre. Il n'est qu'à considérer tous ceux qui pensent que, au fond, apprendre à gérer une organisation, dans les livres, c'est une aberration. Ça ne s'apprend que sur le terrain. Thomas Buran, bonjour. Bonjour. J'ai souhaité vous inviter pour évoquer cette question de la compétence, car vous avez été un contributeur régulier ces dernières années pour tirer un peu la sonnette d'alarme sur des dérives potentielles. Je m'explique. Un imaginaire économique nous dit ce qui compte, c'est la valeur d'une ressource. Ce qui compte, c'est le joueur de football que l'on va exporter de club en club et gérer comme une marque de club en club avec lequel on va vendre des t-shirts, etc., etc., etc. C'est une certaine perspective économique. Vous, vous êtes tenant d'une autre perspective qui dit le joueur de football, avant d'être le joueur, c'est l'équipe de football. Vous pourriez nous expliquer ce que vous avez développé dans les pages de la RFG sur le thème de l'alchimie de la compétence, qui avait été un des textes sélectionnés dans un numéro théorie mode d'emploi, qui avait recueilli les textes parmi les plus influents publiés dans l'histoire de la revue il y a de ça maintenant près de 10 ans. Si vous voulez bien, pour contextualiser un tout petit peu le propos, je vais faire un tout petit peu un crochet vers l'arrière, vers l'histoire, pour camper 2-3 étapes qui vont nous amener au cœur de votre question. Les années 80 dans le champ de la stratégie d'entreprise, je parle du champ de la recherche en stratégie, oui, ont été dominées par un auteur, Michael Porter d'Harvard, qui en gros a avancé une thèse assez simple mais assez puissante aussi, qui fonctionnait, qui était que, au fond, votre entreprise allait performer si vous étiez bien placé, bien positionné face à vos concurrents sur les marchés. Au fond, une vision externe à l'entreprise. La question du positionnement débouchait sur les histoires de stratégie générique qu'on a tous connues, les phénomènes de volume, stratégie de coût, le plus gros aura les coûts les plus bas, donc la marge la plus importante à niveau de prix équivalent sur le marché. Certains ont dit que c'est la stratégie du rouleau compresseur. En quelque sorte. Et donc, big is beautiful. Plus vous allez acquérir de concurrents, vous allez consolider dans l'industrie, plus vous allez diluer vos coûts fixes et plus vous pouvez espérer que votre volume accumulé sera gros et donc vos coûts seront bas. Voilà la doxa de l'époque. Ça continue en partie. Deuxième positionnement concurrentiel possible que nous dit Porter, c'est au fond la différenciation. Vous ne pouvez pas être le plus gros, donc vous allez vous positionner avec des offres qui vont être distinctes et perceptibles par les clients. Et puis il y a un troisième cas, qui est celui de la niche, où vous êtes à l'abri derrière des barrières à l'entrée, où les gros du secteur ne vont pas vouloir venir. Bon, certains ont dit, mais ce n'est pas très concurrentiel, ça, c'est la fuite, c'est aconcurrentiel, c'est le contournement de la concurrence. Bon, très bien, ça c'est les années 80. Passage, ça a fait florès, y compris en France, alors qu'en France, il y a quand même un syndrome depuis juin 40 qui s'appelle la ligne Maginot. Exemple typique du positionnement avec un caractère statique. Ça aurait quand même dû nous faire réfléchir. Et ça devrait encore nous faire réfléchir. Bon. Arrive une autre perspective avec un premier papier qui est très peu lu à l'époque, un peu abscon, très difficile à lire dans SMJ, Strategic Management Journal, de Vernefeld, qui en gros dit, attendez, c'est pas possible. Ne venez pas nous dire que la stratégie de l'entreprise, c'est essentiellement son positionnement. Si elle est dotée en ressources ou si elle est moins bien dotée, elle va moins performer. Ça paraît logique. Tout ça ne va pas vraiment trouver de public jusqu'à ce que deux auteurs, Prahalad et Hamel, dans Harvard Business Review, à HBR, en 90, sortent un papier autour de la notion de compétences clés. Et là, c'est une révolution, un tsunami, un raz-de-marée. En gros, l'idée est bien celle de Vernefeld, qui est de dire, écoutez, si vous savez faire des choses à l'intérieur de votre organisation, ou, et c'est là qu'il va y avoir le débat, si vous avez des ressources que les autres n'ont pas, vous serez mieux armés. Et si vous êtes mieux armés, vous allez mieux vous en sortir, vous aurez une position stratégique plus forte. Donc au fond, l'avantage concurrentiel pourrait être la combinaison, pour faire une petite synthèse, de la position externe, mais aussi de la façon dont vous avez su vous doter en ressources et ou en compétences internes qui vont vous permettre de combiner ces ressources de façon à bien vous positionner. Porter répond à ça, c'est mignon, mais quand même, si les ressources peuvent être acquises sur des marchés, l'avantage concurrentiel que vous aurez acquis en combinant de ces ressources, il ne sera pas protégé parce que des concurrents vont pouvoir aller acquérir, probablement au prix fort,
sur des marchés ces ressources. Pourquoi au prix fort? Parce que le prix sera payé pour tenir compte du potentiel de gain de rente que cette ressource ou ces ressources vont pouvoir générer. Mais une fois que vous aurez acheté ces ressources, même au prix fort, vous aurez effacé l'avantage concurrentiel de l'entreprise qui les avait auparavant. Donc il dit, ce n'est pas une source d'avantage concurrentiel la ressource. Barney, Jay Barney, qui a eu beaucoup de mal à publier dans les années 80 parce que le zénith de Porter était tellement fort que ça aveuglait tout le monde. Oui. Il a fini par pouvoir sortir ses papiers et parle, lui, de ressources et il parle d'un modèle Vrio. Il faut que les ressources vous permettent d'être valorisées auprès de clients, il faut qu'elles soient rares, il faut qu'elles soient non imitables, et puis à le haut, il faut que ça colle avec vos capacités organisationnelles, avec votre organisation. Moi, je vais dire que j'ai une autre proposition à faire, et c'est ce que j'ai fait dans le papier que vous évoquiez dès 1996, et puis qui a été repris en 2006. Cette proposition, elle est de dire que ce n'est pas dans les ressources, et là je souscris à l'argument de Porter, ce n'est pas dans les ressources que ça va se passer, parce qu'encore une fois, on peut les acquérir, ces ressources, mais c'est plutôt dans la capacité des organisations à combiner et à déployer ces ressources. Ce que vous appelez l'alchimie. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là qui relève d'une forme de magie organisationnelle, d'une capacité de jugement, une capacité de leadership, de management, des acteurs qui vont piloter la conduite de l'action collective organisée et qui vont parvenir à trouver une combinaison un peu rare qui va faire que seule cette organisation saura faire ce qu'elle va savoir faire. Si par exemple, je prends le cas de l'exemple de McDonald's, qui a été cité par des collègues dans un article publié l'été dernier dans RFG. Xavier Lecoq, avec qui vous aviez eu un débat. Avec qui j'ai eu un débat et je leur ai fait une réponse à leur article. Eux, ils disent, écoutez, c'est extraordinaire, voilà des ressources humaines ordinaires qui sont mobilisées par une entreprise et qui sont ainsi mobilisées au service d'un avantage concurrentiel. Et ma réponse est non. Ce n'est pas le fait qu'elles soient ordinaires, ces ressources, qui est intéressant. C'est le fait que McDonald's a su imaginer, concevoir, déployer des mécanismes d'organisation qui fassent qu'ils peuvent se permettre un turnover élevé de leurs ressources et de ressources tout à fait ordinaires, des gens comme vous et moi, et qui sauront très vite appliquer les routines, les procédures à l'intérieur des restaurants McDonald's. Voilà quelque chose qui est un peu unique, alors qui pourrait être imitable. Oui, mais il faut du temps pour essayer d'imiter ça. Plusieurs s'y sont essayés, avec plus ou moins de succès. Maintenant, moi, ce que j'observe, je vais vous donner un autre exemple. Certains grands groupes qui ont su merveilleusement optimiser leurs activités, hériter du passé, qui ont su maîtriser les process, se retrouvent à voir une partie de leurs activités au fond, se dérouber sous leurs pas, parce que le monde ancien s'écroule, comme vient de le dire Gérard Mestralet, et donc il l'a déprécié. Bon. Ouais, sauf que quand on veut après reconstruire, il faut des capacités organisationnelles d'innovation, d'intrapreneuriat, de construction, de business nouveau à partir d'idées, en faisant entrer. Mais ça ne s'invente pas comme ça, d'un claquement de doigts. Là, je dis, il y a une alchimie de la compétence. Je parle de compétences organisationnelles, je parle pas des individus, je parle du savoir-faire d'une organisation. Et là, il y a une clé. Et cette clé, elle est beaucoup plus dans le haut du Vrio que dans la rareté de nos ressources, que dans sa non-imitabilité ou dans la capacité qu'on pourrait avoir à en tirer de la valeur. Dans l'article que vous avez évoqué, ce sera ma dernière question, dans l'article que vous avez évoqué, vous partez du militaire. Vous reprenez l'exemple du militaire. Au fond, est-ce que faire de la stratégie, c'est pas avoir une capacité à faire dialoguer ces différentes perspectives pour savoir à quel moment certaines ressources sont effectivement critiques ou ordinaires, de valeur, et à toujours concevoir de manière un peu enveloppante cette alchimie de la compétence? Alors, la raison pour laquelle j'ai mobilisé un exemple venant de la guerre de 14, en fait, de l'offensive allemande d'août-septembre 14, c'est parce que je cherchais à souligner qu'au-delà de la capacité de coordination des ressources à l'intérieur de l'organisation, qui est une capacité de processus de management, il y a une autre dimension qui est souvent tue, qui est la dimension culturelle, le comportemental, la culture interne. On ne devient pas innovant dans une organisation par le claquement de doigts que j'évoquais tout à l'heure. C'est des années de travail pour que Salomon, pour que L'Oréal, pour que l'Air Liquide soient des entreprises innovantes. Parce qu'on a travaillé ce bain culturel.
Dans le cas des de liens l'offensive faibles, de- on dit aussi parfois. Oui, bien sûr. Dans le cadre de l'offensive de 14 par les armées allemandes, la première armée allemande était chargée d'un mouvement d'enveloppement. C'était dû à un penseur qui était décédé en 14, von Schlieffen, qui avait imaginé un plan d'enveloppement des armées franco-britanniques par le nord, en passant à travers la Belgique, puis l'île, et puis en déboulant à l'ouest de Paris. À l'ouest de Paris. Ce point est clé. À l'époque, une armée, c'est un tiroir. On avance, on recule, mais on ne peut pas se battre latéralement. Il ne faut jamais être pris par le flanc. Les armées françaises et britanniques sont toutes parties vers la frontière allemande et sont en train de reculer sous les coups de boutoir des armées allemandes qui sont en train de les envelopper. Mais ils ne voient pas qu'ils se font envelopper. Von Kluck fait l'extérieur, donc il doit avancer à un rythme de folie. On est en train de parler de 50 km par jour. Et ça pendant plusieurs semaines d'affilée. Bon. Et tout se passe très bien pour eux. Il arrive à Lille, il continue à descendre et il doit passer à l'ouest de Paris. Et il imagine que lui seul va pouvoir sortir vainqueur de la campagne et décide de foncer sur les armées franco-britanniques en retraite qui sont en train de passer évidemment à l'est de Paris et de se replier vers le sud. Et au lieu de passer à l'ouest de Paris, il passe à l'est de Paris. Mais ça change tout, parce que son tiroir prête le flanc à l'armée de Paris qui est dirigée par Gallieni. Et Gallieni finit par comprendre la manœuvre, finit par comprendre l'erreur de von Kluck et demande à Joffre, qui est le commandant en chef, l'autorisation d'attaquer. Et il obtient l'autorisation d'attaquer avec une armée réduite à sa plus simple expression. Il n'y a plus personne à Paris. Il y a des tout jeunes et puis il y a plutôt des personnes âgées. Et avec ça, il va contraindre von Kluck à remonter, d'où après la bataille de la Marne. Et ça a changé tout le sort de la guerre de 14-18, pas seulement pour de très belles choses pour la suite, parce que les tranchées a été abominable, mais cette campagne-là, parce qu'un homme a pensé par orgueil, et quand vous voyez une photo de von Kluck, il a vraiment une tête, pardon, de faux témoin, vous comprenez que cet homme par orgueil a commis une erreur aussi stupide et a embarqué sa première armée dans un piège dont il a dû ressortir très difficilement. Thomas Durand, merci pour cette histoire. On devrait raconter davantage d'histoires. Montre cette subtilité de l'art du management qui est à la fois, qu'on essaye d'éclairer aussi avec des travaux scientifiques. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Jean-Philippe.